BFM Business, Intégral Bourse, met les points sur les i. Et comme toutes les semaines à cette heure-ci, c'est Philippe Béchade qui vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Un petit mot des marchés qui semblent très partagés finalement entre les espoirs de résolution des difficultés européennes et les craintes que la mise en œuvre prenne finalement du temps. On le voit avec cette histoire de la cour allemande de Karlsruhe. Oui, ça c'est pas vraiment une surprise, c'était totalement prévisible. Donc pour l'instant, on continue de faire du yo-yo. En fait, entre 3000 et 3002 à Paris, entre 2100 et 2250 sur l'Eurostoxx pour se situer un petit peu. Il y aura tantôt des bonnes, tantôt de mauvaises nouvelles. On va continuer comme ça. Ce qui va certainement faire pencher la balance au cours des prochains jours, ce sont les trimestriels aux États-Unis. Et là, on a abordé cette période avec des indices US qui affichaient, avant que ça commence à se replier un petit peu en fin de semaine dernière, avec des acquis de 8% de hausse sur le S&P, de 15 à 16% sur le Nasdaq 100. Donc manifestement, on n'a absolument pas pricé ni les mauvaises nouvelles, ni la dégradation conjoncturelle. Vous parlez de ralentissement économique et c'est vrai que tout le monde en parle et on attend notamment le PIB chinois qui va probablement venir en fin de semaine confirmer tout cela. Comment est-ce qu'on explique justement que dans ce cadre-là, alors que tout le monde est touché, Wall Street continue à grimper comme ça? En vertu du principe bien connu que les mauvaises nouvelles en deviennent de bonnes, surtout dans une année électorale où on se dit qu'on va pas laisser se reproduire le scénario de 2008, scénario catastrophe, on s'en souvient. Tout le monde pensait que les marchés seraient effectivement plutôt soutenus avant les présidentielles. Puis bon, il y a eu évidemment le crack des subprimes. Donc on se dit que cette année, si la Fed voit effectivement se confirmer ses craintes, notamment sur le marché du travail, c'est pour elle son véritable benchmark sur le niveau d'activité, la Fed agira. Mais à force de se dire à chaque fois qu'il y a un mauvais chiffre, et c'est systématique, à chaque fois qu'on a un ISM en dessous des attentes, de la production industrielle qui est pas au niveau des anticipations, qu'on a une consommation qui s'essouffle, à chaque fois on dit la Fed va faire quelque chose, donc allez hop, on monte. Donc de proche en proche, vous avez 15 mauvais chiffres et vous avez au final 15% de hausse. Alors que par rapport au 1er janvier, qu'est-ce qui va mieux aux États-Unis? Rien. Qu'est-ce qui va mieux au niveau des bénéfices et des dividendes attendus? Rien. Donc finalement, on a cette espèce d'évolution complètement absurde qui fait que ça va moins bien qu'au 1er janvier, mais aujourd'hui c'est plus cher parce que plus ça va mal, plus on se dit que la Fed va nous faire un QE3. Mais la Fed n'a jamais fait de quantitative easing quand Wall Street avait 10 ou 15% d'avance par rapport au 1er janvier. Et puis deuxièmement, on voit bien qu'il n'y a pas d'unanimité pour l'instant au sein de la Fed elle-même. Monsieur Laker a rappelé que les quantitative easing ne relancent pas l'économie, mais l'inflation, ce qui est absolument incontestable. Mais il y a des souvenirs aussi dans la tête de la Réserve fédérale qui peuvent contribuer à expliquer ou en tout cas à mieux éclairer la politique qu'elle choisit, non? La Fed, elle reste fidèle à ses principes. Elle ne s'est jamais défilée quelque part lorsque les marchés avaient besoin d'elle. Mais la question est là. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés ont besoin que la Fed agisse? Et on a presque l'impression, dans l'urgence, chaque fois qu'il y a un chiffre décevant. Et là, s'il y a des déceptions au niveau des bénéfices, est-ce que c'est une injection de liquidité qui va rendre les entreprises américaines plus profitables? Non, il y aura plus d'argent dans le système à un moment donné, donc les cours vont remonter naturellement. Mais économiquement, ça sera un coup d'épée dans l'eau. En dehors de la Réserve fédérale, en dehors de ces opérations de politique monétaire, est-ce qu'il y a autre chose qui peut expliquer finalement ce comportement des marchés? On peut peut-être parler des dérivés, non? Alors ça, les dérivés, oui, effectivement, c'est quelque chose qui étonne toujours. On voit des mouvements se dessiner des jours où on n'attendait rien. Hier, on a vu une divergence, par exemple, une des premières de l'année entre les places européennes et Wall Street. Rappelez-vous, le CAC 40 est à 1,5% aux alentours de 15h35. À 15h45, les indices US basculent. Ils étaient en hausse de 0,6. Ils perdent d'un seul coup tout droit vers les 1% de baisse. Donc ça, c'est des choses qui sont assez incompréhensibles. Alors,
pour essayer d'expliquer un petit peu comment fonctionnent les marchés en général, effectivement, les marchés dérivés, c'est finalement la partie immergée de l'iceberg. Et ce que nous on voit, nous, au niveau du CAC 40, de l'Eurostoxx, ce n'est que cette partie émergée. Alors dire que les dérivés anticipent simplement le prochain mouvement, c'est même un petit peu court et un petit peu simpliste. Pour reprendre un petit peu une image, c'est comme si on mettait 50 000 personnes dans un stade où on va voir par exemple Barcelone affronter une équipe de 2e division. Et on va demander à tous les spectateurs de parier sur le score qui s'affichera sur le tableau du stade. Alors évidemment, tout le monde dit Barcelone, ça va être du 5, 6, 0, etc. Tout le monde parie. Et puis à la fin du match, on a 4-3. Là, j'en dis, c'est pas possible. Ils ont fait une erreur au tableau de marque. Sauf que si on écoute bien la question, on vous a pas demandé quel était le résultat du match. On vous avait dit quel était le score qui s'afficherait sur le tableau. Et le 4-3, eh bien, 4, c'est le nombre de cartons jaunes, et 3, c'est le nombre de fois où l'arbitre a remonté ses chaussettes. Ce qui veut dire que quand on regarde la partie émergée de l'iceberg, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est ce par rapport à quoi fonctionne le tableau de marque. Et c'est pas parce que à la mi-temps Barcelone mène 4-0 et que sur le tableau de marque on a 2-2 qu'on se dit il faut qu'ils changent la marque, ils se sont trompés. Non, il faut en permanence essayer de détecter ce qu'affiche le marché, quoi. Et ce par rapport à quoi exactement fonctionne le tableau de marque. Et le tableau de marque, ce sont effectivement les indices tels qu'on les voit et dont les cours sont quelque part assez incompréhensibles si on ne creuse pas pour voir exactement ce qui drive l'évolution des cours. Merci beaucoup. Philippe Béchat, donc rédacteur à la chronique Agora. Merci d'être venu nous voir une fois de plus.